Bonjour à tous, bienvenue à ce septième webinaire sur l'éolien organisé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Je me présente, Julie Poulin, je suis directrice du développement de l'électricité renouvelable. Avant de présenter notre conférencier, j'aimerais vous préciser que vous pouvez inscrire vos questions dans le Q&A que vous voyez en haut de l'écran. Donc, les questions qui s'adressent au conférencier vont être reprises là, à la fin si le temps le permet. Puis, toutes les autres questions, ou si on n'a pas eu le temps de poser certaines questions, là, il va y avoir toutes les réponses à vos questions vont être affichées là, sur notre site Internet du ministère. Donc, ce webinaire animé par Louis Calzado, président directeur général de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable, l'ACPER, plus court, portera sur le développement des parcs éoliens au Québec. Louis abordera les phases de développement des parcs éoliens, de la conception au démantèlement. Il traitera aussi des parcs réalisés à ce jour au Québec et de l'expertise québécoise qui s'est développée depuis l'avènement de cette filière énergétique. Donc, Louis, à toi. Merci beaucoup, Julie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je l'ai indiqué, je me présente, Luis Calzado, je suis le président directeur général de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable. Petite slide pour présenter qui on est. Alors, la QPR, on a comme mission de favoriser un environnement d'affaires optimal à la production indépendante d'énergie renouvelable et de maximiser la contribution de chacune des filières pour réaliser la transition énergétique et atteindre les cibles de réduction des GES d'ici 2030. Alors, on représente plusieurs filières, des filières électrons et des filières bioénergie. Du côté des filières électrons, on a la petite hydro, on a le solaire, l'éolien, et des côtés des bioénergies, on a le biogaz, les biocarburants, bois énergie et l'hydrogène vert. Alors, une association qui est composée des 163 membres, et comme j'ai indiqué, l'objectif, c'est de pouvoir favoriser un environnement d'affaires optimal pour le développement des énergies renouvelables ici au Québec. Alors, comme c'était indiqué, aujourd'hui, on va parler des plusieurs étapes, des étapes pour développer des projets éoliens ici au Québec. Voici les étapes qu'on va traiter au cours de cette présentation. La première pour débuter un projet éolien, c'est la sélection du site, suivi des informations et consultations des communautés, développer des études de faisabilité, l'obtention des autorisations environnementales, la préconstruction, la construction, l'exploitation et le renouvellement ou démantèlement d'un parc éolien. Alors, on va passer à travers chacune de ces étapes. La première, qui est la sélection du site. Alors, dans cette étape, l'objectif, c'est de s'assurer qu'on a la ressource du vent pour pouvoir développer un projet éolien. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on mesure la qualité du vent. Et pour faire ces mesures, il va falloir qu'on utilise différents outils, comme des anomètres pour calculer la force et la vitesse du vent. On utilisera aussi des gyroètes pour analyser la direction et aussi des thermomètres pour voir la température où on pense développer les projets éoliens. Maintenant, ces mesurements vont être faits à différentes hauteurs pour voir l'hauteur où les éoliennes devront être disposées. Maintenant, il va falloir aussi qu'on s'assure d'avoir une disponibilité sur le réseau d'Hydro-Québec. Comme vous savez, il faut que l'énergie qui sera produite par ces éoliennes puisse être connectée au réseau d'Hydro-Québec. Alors, s'assurer qu'il y ait la capacité pour transporter cette énergie au réseau d'Hydro-Québec. Il va falloir qu'on fasse une vérification des exigences réglementaires aussi. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on consulte les schémas d'aménagement, de développement des MRC pour s'assurer de la compatibilité du site avec les règlements locaux et de vérifier aussi s'il y a un accès à ces terrains ou est-ce qu'on va pouvoir développer ce projet. Ça veut dire de voir s'il y a la facilité d'accès pour pouvoir situer les éoliennes. Alors, ça, c'est la sélection du site. La prochaine étape pour le développement d'un projet, c'est d'informer et consulter les communautés d'accueil. Il faudrait que j'indique que ces deux premières étapes, jusqu'ici, ne sont pas sont développées par les promoteurs pour s'assurer que, un, il y ait la disposition
pour la disponibilité de la ressource naturelle, mais aussi pour s'assurer que les communautés d'accueil sont d'accord à qu'elles puissent recevoir ces projets. Ce qui veut dire qu'on va communiquer avec les MRC, les municipalités, les communautés autochtones pour nous assurer que ils sont prêts à recevoir des projets éoliens. À la fin de la journée, les projets éoliens, ils sont faits en collaboration entre les promoteurs et les communautés d'accueil. Alors, il faut que ces communautés puissent être disposées à recevoir ces projets. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est on va organiser des séances d'information et des consultations. Ça veut dire on va organiser des rencontres avec des groupes environnementaux afin de répondre aux plusieurs questions, à des questions qui seront d'expliquer la technologie, de répondre aux préoccupations et d'expliquer quelles seront les étapes pour pouvoir développer le projet. Il faut pas oublier que le dialogue entre les promoteurs et les communautés va se faire en continu tout au long du développement du projet. Après, l'étude de faisabilité. Maintenant, pour pouvoir développer une étude de faisabilité, il va falloir analyser différentes contraintes environnementales et les bénéfices du plan socio-économique. C'est ici qu'on entame en début de l'ingénierie préliminaire du site et on va proposer des configurations de ce que les éoliennes vont se situer. C'est sûr que cette configuration va varier au cours du développement du projet. Et il va évoluer dépendant de la réalisation des études, des inventaires environnementaux, phoniques et aussi de l'analyse des terrains. Il va falloir qu'on obtienne le droit d'usage. Ça veut dire quoi, obtenir le droit d'usage? Ça veut dire où est-ce que les éoliennes se situeront. Maintenant, si c'est sur des territoires publics, il va falloir qu'il y ait des consultations qui soient réalisées avec les MRC et les communautés locales afin d'obtenir une lettre d'intention du ministère des Ressources naturelles et des forêts. Maintenant, si c'est un territoire ou un terrain qui est privé, il va falloir obtenir des promesses de bail ou d'accords d'utilisation des terres qui seront signés avec les propriétaires de ces terrains. Maintenant, si on passe aux appels d'offres, les appels d'offres d'Hydro-Québec ou les appels d'offres vont débuter avec un décret gouvernemental qui va préciser la quantité d'énergie qui devra être obtenue avec cet appel d'offres. L'appel d'offres qui seront lancés par Hydro-Québec comportera bien sûr des exigences qui ne seront pas seulement techniques, mais aussi au niveau des retombées économiques pour les communautés d'accueil. Maintenant, il y aura une firme indépendante qui a à faire la surveillance du processus de sélection des appels d'offres. Il y aura un deuxième décret aussi qui sera annoncé par le gouvernement pour la Régie de l'énergie. Et celle-ci, elle expliquera les préoccupations économiques, sociales et environnementales du gouvernement. Ça veut dire ces exigences qu'il faudra qu'elles soient respectées dans les appels d'offres. Les contrats d'approvisionnement devront être approuvés par la Régie. Maintenant, il y aura une firme indépendante aussi qui va vérifier si ces contrats ou les prix de ces contrats correspondent à ceux du marché. Alors, c'est ici où on aura déjà lancé les appels d'offres et le début du développement du projet sous le règlement de la Régie. Prochaine étape, c'est l'obtention des autorisations environnementales. Il ne faut pas oublier que tout projet de 10 MW et plus devra être soumis au processus d'évaluation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. Ça veut dire qu'il va falloir développer une étude d'impact sur l'environnement. Maintenant, pour réaliser cette étude ou pour développer l'étude, il va falloir faire des inventaires phoniques, floristiques, aussi sur le climat sonore et des analyses du paysage. Ici, il y aura des spécialistes du ministère de l'Environnement qui vont s'assurer d'avoir toute la protection nécessaire pour les espèces animales, pour les oiseaux, ou encore la protection pour les milieux humides et la couverture, couverture végétale. Maintenant, quand on passe à la consultation publique, les citoyens peuvent faire une demande de consultation publique au bureau d'audience publique de l'environnement.
pour pouvoir avoir des séances de BAP à la fin d'obtenir un décret gouvernemental. C'est sûr et certain que pendant tout ce processus, le projet va évoluer. Ça veut dire que le projet, le nombre des éoliennes, les emplacements des éoliennes pourront changer afin de réduire les impacts des communautés et pour s'assurer qu'il y ait une protection de l'environnement. Afin d'obtenir le certificat d'autorisation, les promoteurs devront soumettre leur plan et leur devis. Et comme je l'ai dit, il y aura une émission de certificat d'autorisation qui sera émis par le MSSFP. Maintenant, ce certificat va contenir plusieurs obligations, comme par exemple la réalisation d'un programme de suivi pour la faune avienne et des chauves-souris, la réalisation d'un programme de suivi des sols agricoles et la remise en culture, la réalisation d'un plan de gestion des matières résiduelles, la réalisation d'un programme de protection de la faune aquatique et un programme de démantèlement de parcs à la fin du contrat. Comme vous pouvez le voir, c'est déjà à partir d'ici qu'on prévoit la fin de vie du projet pour pouvoir nous assurer que tout soit en ordre du côté environnemental et que, dépendant à la fin de vie du projet, s'il y a un désir de démanteler, qu'il soit déjà prévu à ce moment-ci. Prochaine étape, la préconstruction. Alors, dans cette étape, il va falloir obtenir tous les certificats nécessaires, ça veut dire tous les certificats nécessaires pour le développement du projet. Il va falloir finaliser l'acquisition nécessaire pour le développement du projet. Il va falloir qu'on négocie avec les fournisseurs et tout cela devra être réalisé dans un échéancier qui sera informé aux communautés et qui sera informé aussi aux différentes institutions publiques. Il va falloir à ce moment-ci compléter les mesures de vent pour finaliser les configurations des emplacements des éoliennes. Et en même temps, il va falloir qu'on travaille avec Hydro-Québec pour tout ce qui est la partie de raccordement au réseau d'Hydro-Québec. Il faut tenir en compte que tout ça, c'est un travail de génie aussi qu'il va falloir qu'il soit développé en collaboration entre les promoteurs et Hydro-Québec afin de s'assurer qu'à la fin du développement du projet éolien, la connexion au réseau soit déjà en place. Prochaine étape, la construction. Il ne faut pas oublier qu'il y a, dans les étapes précédentes, il y aura un certificat d'autorisation qui aura été émis par le ministère de l'Environnement, ce qui veut dire qu'il y aura plusieurs suivis qui devront être réalisés. Maintenant, il va falloir qu'on fasse un appel aux entreprises de la région. C'est sûr que l'objectif est de pouvoir utiliser le plus possible la main-d'œuvre locale afin de pouvoir aider avec des retombées économiques pour toutes les communautés. Il y aura des inspecteurs qui vont s'assurer que la conformité du développement du projet, comme j'ai indiqué dans les slides antérieurs, que le certificat d'autorisation émis par le ministère de l'Environnement demande que le développement du projet suive puisse suivre des processus qui sont déjà déterminés pour la protection de l'environnement et les échanges avec les communautés. Maintenant, c'est sûr que pendant la construction, il y a encore un contact avec la communauté d'accueil pour pouvoir les informer de quel est le développement qui est en train de passer dans les territoires. C'est-à-dire, il y a des comités de liaison qui vont permettre de communiquer régulièrement sur les avancées des travaux auprès des personnes touchées et aussi de la communauté en général pour s'assurer de les informer le mieux possible de comment est-ce que le projet est en train d'aller de l'avant. Prochaine étape, l'exploitation. Alors, il ne faut pas oublier qu'un projet éolien a une durée de vie de 20 à 30 ans. Ça veut dire que pendant cette période de temps, il va y avoir des suivis environnementaux qui seront exigés pour les promoteurs afin de s'assurer que la protection environnementale continue. Il y aura des opérateurs des parcs éoliens qui vont faire un suivi des parcs 24 heures sur 7 afin de s'assurer de l'opération continue des parcs. Il va y avoir des surveillances météorologiques afin de s'assurer que les
les parcs, les éoliennes puissent continuer à fonctionner. Il va y avoir des inspections et des entretiens continus des turbines, c'est-à-dire qu'il y aura des périodes où des éoliennes seront arrêtées pour pouvoir s'assurer qu'il y ait des entretiens qui soient réalisés. Et tout cela pour pouvoir s'assurer que le parc optimise sa production et que l'énergie produite puisse continuer à être distribuée au réseau d'Hydro-Québec. Prochaine étape, qui est la partie de renouvellement ou de démantèlement. Alors, dans la partie, on peut, à la fin de vie du projet, on peut décider ou bien de renouveler le contrat avec Hydro-Québec, renouveler l'entente avec Hydro-Québec ou de démanteler le parc. Alors, si on décide de renouveler le parc, alors il va falloir obtenir des autorisations nécessaires pour pouvoir continuer l'opération du parc. Si c'est le cas aussi, il y aura la possibilité de pouvoir faire un équipement nécessaire pour remplacer des parties de l'éolienne avec des nouvelles technologies. Si on décide à ce moment-là de démanteler le parc, ça tombera sur la responsabilité du promoteur. Et ça sera la responsabilité du promoteur pour remettre le site en condition en condition pour que l'utilisation des terrains puisse continuer l'utilisation bien par les agriculteurs ou l'activité qui sera déterminée à ce point-là. Alors, ça c'est pour si on décide de renouveler le contrat ou de démanteler le parc. Ça c'est la fin de vie du projet. Maintenant, comme on l'avait indiqué au début, ça, ce sont les étapes pour le développement d'un projet éolien. L'état actuel de développement des parcs au Québec, c'est qu'on peut compter avec 49 parcs déjà installés qui produisent une puissance installée totale de 3885. Suite à l'annonce du plan d'action d'Hydro-Québec, l'objectif est une atteinte de 10 000 MW d'ici 2035. Comme vous pouvez voir dans cette slide, on est déjà en route vers ça. Pour 2026, l'objectif, c'est l'atteinte de 5 500 MW. Et pour 2029, c'est d'avoir un objectif de 7 000 MW installés. Il faut, comme vous pouvez le voir aussi dans cette slide, on aura passé d'une moyenne d'installation de 200 MW par année à 1000 ou 1500 MW par année entre 2026 et 2035. Ça veut dire qu'on a une direction. Maintenant, il y a des partenariats qui ont déjà été signés avec Hydro-Québec pour la différence des 3000 MW et ainsi atteindre les objectifs de 2035 ou de 10 000 MW d'ici 2035. Quand on parle des prix moyens des appels d'offres, ce qu'on peut indiquer, c'est que les appels d'offres pour l'année 2021 à une moyenne de 6,1 sous par kilowattheure. Ces coûts-là n'incluent pas le transport ou l'équilibrage. Et pour l'année 2023, le prix moyen a été de 7,8 sous par kilowattheure et cela aussi non plus n'ont pas inclus le coût de transport ou d'équilibrage. En conclusion, le développement d'un projet suit un chemin rigoureux, respectueux pour l'environnement et les communautés d'accueil. Comme je l'ai indiqué, actuellement, on compte avec 49 parcs éoliens déjà installés pour une puissance installée de 3885. L'objectif, c'est d'avoir 10 000 MW installés d'ici 2035. L'AQPR et les promoteurs indépendants ont contribué pour développer ces parcs éoliens jusqu'à maintenant et de les développer à des prix qui sont compétitifs, tel qui était indiqué dans les slides antérieures. Les prix moyens des appels d'offres sont des prix qui sont compétitifs au marché et qui peuvent aussi donner des retombées économiques pour les communautés d'accueil. On peut prévoir en moyenne à 120 millions annuels pour les différentes communautés d'accueil comme retombées pour le développement des activités des communautés d'accueil.
Et comme vous avez vu, l'énergie qui est produite par par les parcs éoliens et peuvent être réalisées euh, d'une manière rentable et aussi peuvent être développées en moyenne entre 5 et 6 ans, qui est considérablement rapide pour le développement des projets en énergie renouvelable. Et ça va en complémentarité avec les activités des complexes hydroélectriques qui sont développés et entretenus par Hydro-Québec. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Louis. Donc, on a quelques questions pour toi à la suite de ta présentation. On te demande, y a-t-il un moyen de diminuer, de mesurer la diminution de la production et de la consommation de produits pétroliers dans les nouvelles productions renouvelables? De mesurer la réduction des produits pétroliers, des énergies Ouais, renouvelables. en fait, je comprends que, tu sais, si je comprends bien la question, là, ce serait que pour produire des énergies renouvelables, il y a quand même besoin de produire des produits pétroliers ou il y a des gaz à effet de serre qui sont émis. Est-ce qu'il y a une façon de diminuer, puis est-ce qu'il y a une préoccupation, en fait, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre des énergies renouvelables? Oui, alors les éoliennes qui sont utilisées pour les parcs ici au Québec, l'idée c'est d'utiliser un contenu local. Comme vous le savez, très récemment, si je me souviens bien, l'année dernière, il y a eu un partenariat qui avait été signé entre la compagnie Marmen et Vestas pour la production des euh, les tours seraient produites à Matane, ce qui veut dire c'est du contenu local, c'est-à-dire moins d'importation des tours d'autres endroits. Ça veut dire ça réduit l'importation des parties des éoliennes. C'est sûr et certain que l'objectif, c'est de pouvoir utiliser le contenu qui est locaux et et puisse réduire la consommation euh, des énergies fossiles pour pouvoir ramener tout ça ici au Québec. Parfait. Donc, je comprends que la diminution là, liée au transport peut permettre là, de diminuer des émissions. Si on a moins de transport des composants éoliens, là, et c'est sûr que ça réduit les émissions de gaz à effet de serre. Puis, supposons qu'on le prend la question sous l'angle là, des énergies fossiles. Est-ce qu'on sait combien qu'une éolienne déplace d'énergie fossile? Est-ce que ça, c'est une donnée que tu connais rapidement? Pour cette question-là, il faudrait que je retourne sur mes données. Je pourrais vous retourner par email. Parfait. Fait que la réponse à la question là, va se trouver sur notre site Internet par la suite. Euh, on te demande aussi, ce serait pas mieux de consulter la population à une étape plus au début du processus plutôt que d'attendre là, à l'étape prévue que tu as présentée dans ta présentation. Parce que rendu à ce point-là du projet, là, il y a beaucoup d'argent qui est investi, puis c'est plus difficile de reculer par la suite là, s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale du projet. Donc, un peu là, est-ce que c'est au bon moment qu'on consulte la population sur le projet, selon toi? Alors, comme j'ai indiqué dans mes premières slides, il y a la sélection du site et l'information et consultation avec les communautés. Ces deux étapes-là, ce sont des étapes qui ne sont pas nécessaires que normalement les promoteurs vont développer pour pouvoir s'assurer qu'il y ait une acceptabilité des réceptions par les communautés d'accueil. Ce qui veut dire, c'est que le travail est fait par les promoteurs pour pouvoir s'assurer, pour échanger avec les communautés d'accueil, pour voir si elles sont prêtes à recevoir ces projets éoliens. Maintenant, ces deux étapes-là, ce sont des étapes qui ne sont pas demandées par le gouvernement. C'est sûr qu'après ça, il y a des suivis, il y a des sessions d'explication qui sont réalisées une fois que les projets ont été choisis par appel d'offres. Mais les deux premières étapes, ce sont des étapes qui sont réalisées par les promoteurs pour pouvoir expliquer les technologies, pour pouvoir aussi expliquer et entendre les communautés d'accueil pour savoir s'il y a des inquiétudes de leur part. Maintenant, si ces communautés-là ne sont pas prêtes à recevoir les projets, c'est sûr certain qu'ils vont être tenus en considération.
Mais l'idée ici, c'est de pouvoir échanger du début où les communautés vont être consultées. Merci, Lucie. On voulait savoir aussi, ben, on entend parler beaucoup d'éoliens offshore, là, c'est comme on en entend beaucoup parler outre-mer ou dans nos voisins du sud, mais nous, est-ce qu'au Québec, là, c'est quelque chose qui est prévu ou dans les cartons? Pour l'instant, c'est pas encore prévu. Maintenant, quand je veux dire c'est pas encore prévu, c'est parce il y a des études qu'il faut réaliser. Il y a des études de mer qu'il faut réaliser. Et pour cela aussi, il y a une question aussi de disponibilité du réseau, de s'assurer que s'il y a ce type de projets-là qui sont développés, qu'il y ait une disponibilité du réseau pour pouvoir amener la production d'énergie des éoliennes offshore au réseau de transport d'Hydro-Québec. Alors, il y a un processus à suivre, comme c'est disponibilité de vent, profondeur d'où est-ce que ces éoliennes seraient situées, aussi s'il y a ce type d'installation, les types d'écosystèmes marines que ça va créer. Alors, il y a beaucoup d'études encore à développer pour cette partie-là. Mais pour l'instant, dans le plan d'action d'Hydro-Québec, c'est pas encore prévu. Pour l'instant, on est en processus de développement sur les endroits où il y a une disponibilité du réseau et aussi une ressource de vent sur Terre. Louis, est-ce que tu as une idée du coût moyen pour une seule éolienne? Comme j'ai indiqué, les prix moyens des, euh, des éoliennes va varier entre 6,1 sous par kilowattheure à 7,8 sous par kilowattheure. Ça, c'est pour les contrats qui ont été signés entre l'année 2021 et 2023. Maintenant, c'est sûr et certain que ces prix vont varier dépendant de la taille de chacun des projets et des contrats qui seront signés. On pourrait trouver l'information et vous les transmettre par courrier par quel est le prix moyen par éolienne, de combien chaque éolienne produit, et vous le transmettre par courrier. En fait, je pense que la question, c'est plus, supposons qu'on voulait s'acheter une éolienne pour la mettre dans notre cour, là. Ça coûterait combien? Cette question-là, il va falloir, c'est une analyse qui devrait être faite et qui est très différente parce que ça va dépendre, un, de la disponibilité du réseau, numéro deux, s'il y a aussi, il va falloir ramener le transport, enfin les endroits où l'acheminement pour pouvoir ramener cette éolienne. Alors, il y aurait des analyses à réaliser pour pouvoir donner un chiffre exact sur ça. OK. Puis si on enlève toutes ces composantes-là qui, effectivement, là, sont particuliers à chacun des projets, quand on achète une éolienne, là, qu'on passe une commande là, à un turbinier, là, ça coûte combien là, présentement une éolienne? Tu sais, comme avant, j'avais comme l'impression que c'était à peu près 5 millions de dollars par éolienne. Est-ce qu'il y a quel chiffre que tu donnerais pour le coût là, juste de l'équipement pour monter une éolienne? Je ne peux pas vous donner les chiffres actuels maintenant, mais on pourra vous donner un pourcentage. C'est sûr que le coût des éoliennes a varié aussi, mais on pourrait vous donner le pourcentage de quel serait le coût ou les pourcentages approximatifs euh, pour les éoliennes par courrier. Comme ça, vous aurez les informations plus précises. OK, parfait. Aussi, on te demandait quels sont les défis de la logistique là, pour la création d'un parc en région éloignée. Qu'est-ce qui est différent là, pour un parc éloigné versus un parc là, plus dans le sud du Québec? Alors, on parlait, vous savez, à la CUPER, on traite de plusieurs enjeux pour chacune des filières. Un des enjeux pour la filière éolienne, c'était les 3 P. Euh, les 3 P, ça veut dire c'était les ports, la police et les permis. Alors, il y a des différents enjeux. Les ports, ça veut dire quand on ramène des éoliennes qui vont être importées. Vous savez, les éoliennes, elles ont quand même des tailles considérables. Alors, il faut les entreposer quelque part dans les ports. Et quand les éoliennes, bah, dépendant de la taille de chacun des ports,
il faut avoir suffisamment d'espace pour pouvoir entreposer ces éoliennes avant de les ramener à destination où ces éoliennes vont être installées. Alors, la taille des ports, ça c'était un des enjeux. Le deuxième enjeu, c'était la police. Vous savez, transporter des tours d'éoliennes à destination, ça demande quand même une logistique. Et pour s'assurer que ce transport soit réalisé d'une bonne manière, il faut que ces éoliennes puissent être escortées par la police. Maintenant, il faut s'assurer d'avoir suffisamment de policiers pour pouvoir escorter ces tours à destination. Alors d'avoir suffisamment de policiers pour pouvoir escorter les nombres des palmes, des tours qui devront arriver à destination. Et la question des permis aussi, car faire arriver une turbine d'un port jusqu'à destination, ces éoliennes vont devoir passer par différentes municipalités. C'est de s'assurer que les permis puissent être obtenus d'une manière rapide afin de s'assurer qu'elles puissent arriver à destination et qu'elles ne restent pas prises dans un port où sinon il n'y a pas d'espace. Et comme j'ai indiqué aussi, d'avoir suffisamment de police pour pouvoir escorter ces éoliennes à destination et comme ça les installer. Oui, puis là, je comprends que, tu sais, ces enjeux-là, on peut les vivre partout, tu sais, au Québec, là, tu sais, c'est pas nécessairement, tu sais, propre au milieu éloigné, mais on peut penser que si on est en milieu éloigné, que les enjeux, ces enjeux-là peuvent être encore plus grands, là, parce qu'on passe à travers plus de municipalités où on est encore dans des installations portuaires peut-être encore moins adaptées, des choses comme ça. Tu sais, plus qu'on s'éloigne, plus que ces enjeux-là deviennent importants. C'est ça. Et aussi, c'est les schémas d'acheminement à destination aussi. Il faut s'assurer qu'une fois qu'ils sont arrivés au point le plus proche, enfin, ces éoliennes vont devoir être ramenées aux endroits où elles vont pouvoir être installées. Alors, il y a tout un processus. C'est un travail qui doit être fait en collaboration entre les institutions publiques, les promoteurs, les communautés d'accueil, et afin de s'assurer que les éoliennes puissent commencer à fonctionner, de s'assurer de produire de l'énergie propre et de décarboner comme ça notre mix énergétique. Merci beaucoup, Louis, pour la présentation. Ça nous a vraiment éclairé sur la réalité pour développer un parc éolien. Donc, ça met fin aujourd'hui à la présentation. Pour toutes les autres questions là, qu'on n'aura pas répondues, vous allez pouvoir avoir les réponses sur notre site Internet. Donc, la semaine prochaine, le 13 février, de 11 h à midi, le webinaire sera animé par Madame Stéphanie Yates, excusez-moi, je n'avais pas vérifié son nom, comment il se prononçait. On va pouvoir préciser ça la semaine prochaine. Elle est professeure au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal. Cette conférence portera sur l'acceptabilité sociale du développement éolien dans le cadre de la transition énergétique. Donc, merci encore à Louis et bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.